Alors, les crypto-monnaies, Bitcoin et toute la famille, là. Oui, tout dans la blockchain et les crypto-monnaies. Un sujet, un seul, sur lequel je ne comprends absolument rien. Le Bitcoin. C'est la bataille des crypto-monnaies, c'est la bataille de l'été. Focus sur les crypto-monnaies. Focus ce soir, oui, sur les crypto-monnaies. Focus sur le Bitcoin. 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 Ok. Qu'est-ce qu'une crypto-monnaie exactement ? Eh bien, c'est une monnaie, jusque-là je n'ai perdu personne, fondée sur les principes de la cryptographie. Nous allons éclaircir tout ça, mais avant, revenons sur son origine. Même si l'histoire des crypto-monnaies débute en 1998, avec Veida puis Nick Szabo avec le BitGold, la première à rencontrer un succès fut le Bitcoin en 2009, créé par Satoshi Nakamoto, dont on ne sait finalement pas grand-chose avec certitude. Il est peut-être japonais, et il est peut-être une personne, ou bien même un groupe de personnes, c'est tout le charme des pseudonymes. La crise dite des subprimes n'est sans doute pas étrangère à son apparition. L'idée était de créer une monnaie indépendante des banques et des États, tout en étant facilement utilisable et sécurisée. Voilà globalement pour le cadre, nous allons maintenant passer à la phase technique, malheureusement inévitable dans la compréhension des crypto-monnaies. Nous prendrons le Bitcoin comme monnaie de référence. Donc, pour comprendre le fonctionnement du Bitcoin et ses intérêts aujourd'hui, encore faut-il avoir compris comment fonctionne notre système bancaire. Lorsque vous effectuez une transaction avec quelqu'un, que vous lui versez une somme d'argent par exemple, plusieurs intermédiaires rentrent en jeu. Votre banque, sur laquelle est répertorié votre compte, avec l'argent que vous avez dessus, une banque centrale qui valide la transaction et l'enregistre, et la banque de votre destinataire qui reçoit l'argent et le verse sur son compte. C'est donc un système centralisé autour d'une banque centrale, comme quoi les mots prennent sens naturellement. Pour le Bitcoin, il n'y a aucun intermédiaire. Le système du Bitcoin est décentralisé, ce qui signifie que le versement que vous effectuez va directement dans les poches de votre destinataire. C'est un système dit de personne à personne, de pair à pair. Le problème de ce genre de système, c'est la sécurisation des échanges. Qui valide les transactions ? Qui vérifie qu'il n'y a pas de fraude, que les comptes ont bien tous reçu l'argent et que tous les comptes ont bien été débités ? Eh bien, dans le cadre du Bitcoin, et des crypto-monnaies en général, c'est un algorithme qui fait la loi. C'est là que l'on doit parler de la blockchain. La blockchain, c'est le cœur du système. C'est un registre qui contient l'ensemble des transactions effectuées depuis la création de la monnaie. C'est un livre de compte public qui est distribué à l'intégralité des utilisateurs du réseau. Attention, ce qui est public, c'est la liste des opérations, mais pas l'identité des utilisateurs. On parle de protocole asymétrique. La blockchain, comme son nom l'indique, est une chaîne de blocs. Chaque bloc est un ensemble de transactions effectuées durant les 10 minutes les séparant du bloc précédent. Pour valider un bloc, et donc ces transactions qui lui sont associées, il est nécessaire de réaliser une opération complexe exigeant une importante puissance de calcul. C'est là que certains membres du réseau rentrent en jeu. On les appelle les mineurs. Les mineurs sont ceux qui, à l'aide de leur processeur informatique, vont permettre de résoudre le problème imposé par l'algorithme. Les mineurs sont rémunérés grâce au travail de leur machine. La validation d'un bloc est une preuve de leur travail, proof of work. Cette rémunération est la seule opération qui fait augmenter la masse monétaire. Une fois le calcul réalisé, le bloc est ainsi créé, validant dans le même temps les transactions qui lui sont associées. Le résultat du calcul est inscrit sur ce nouveau bloc et sera utilisé pour créer le bloc suivant, comme un numéro de série. Ainsi, tous les blocs sont reliés entre eux dans un ordre immuable. Un bloc est donc une image fixée et validée des transactions par les membres du réseau. Les blocs sont générés à intervalles réguliers, toutes les 10 minutes pour le Bitcoin. Le réseau ajuste automatiquement la difficulté du minage d'un bloc pour conserver cette régularité. La masse monétaire totale est de 21 millions de Bitcoin. Cette valeur a été déterminée dès la création de la monnaie. Mais quels sont les avantages de ce système ? Eh bien, tout d'abord, comme esquissé plus haut, il permet de se sortir du joug des banques. Les banques, qui s'étaient jusque-là imposées en tant qu'intermédiaires suprêmes et onéreux, ne sont plus indispensables avec cette nouvelle monnaie. Avec le Bitcoin, par conséquent, pas de banque, pas de crédit et donc pas de dette. Et comme la masse monétaire est prédéfinie, il ne peut pas y avoir de politique de planche à billets. Ensuite, la crypto-monnaie permet d'échapper à la surveillance de masse et à l'envoi de ces informations personnelles dans le big data. Personne n'a accès à vos informations car personne n'est au-dessus du protocole de fonctionnement. Vous n'avez donc pas non plus à vous justifier lors de vos transactions importantes.
Attention, le système est crypté mais n'est pas anonyme. D'autres crypto-monnaies comme Monero sont quant à elles parfaitement anonymes. La crypto-monnaie permet de prévenir l'apparition d'un monopole et annule le facteur humain. Encore une fois, personne n'est au-dessus de l'algorithme, il est inviolable, infalsifiable et donc incorruptible. Nous avons un système qui paraît donc solide, sensé et qui mériterait que l'on s'y intéresse un peu plus. Cependant, le Bitcoin présente de nombreux défauts. Tout d'abord, le protocole est sûr, mais les bitcoins peuvent être dérobés, non en piratant le système de la blockchain, qui est presque impiratable, mais en hackant les portefeuilles électroniques des sociétés stockant le bitcoin. On peut également soulever le problème de la consommation d'énergie. À ses débuts, c'était les gamers qui, à l'aide de leur carte graphique, minaient le bitcoin. Bon, ça n'allait pas beaucoup plus loin. Mais la monnaie a pris de la valeur. Les grandes industries ont donc récupéré le marché, et voilà ce qui est apparu. Et le problème ne réside pas que dans la consommation d'énergie, mais aussi dans la production du matériel de minage. On est passé de la carte graphique du petit particulier à des dispositifs qui ne servent maintenant qu'à miner le bitcoin et ne peuvent donc rien faire d'autre. Par conséquent, lorsque des produits moins coûteux en énergie et plus efficaces que les autres arrivent sur le marché, tous les produits précédents deviennent obsolètes. Les industries les jettent donc à la poubelle pour acheter les nouveaux, c'est la dure loi de la concurrence. Elles n'ont pas le choix si elles veulent rester dans la course, toujours plus vite, toujours plus loin. De plus, le Bitcoin est une monnaie complètement dématérialisée. C'est son plus grand atout, mais peut-être aussi son plus grand défaut. Comme elle ne repose sur rien, si ce n'est la confiance que les gens lui accordent, ce qui rend difficile le fait même de la caractériser de monnaie, les cours fluctuent énormément. La monnaie n'ayant aucune valeur d'usage, comme l'or ou les métaux précieux, elle peut s'effondrer à tout moment. Par exemple, il y a un incident, des bitcoins sont perdus ou volés, les gens perdent confiance dans la monnaie et décident de la vendre au plus vite, par peur de la perdre, l'offre dépasse ainsi drastiquement la demande, et donc la valeur de la monnaie baisse. Le Bitcoin est donc entièrement dépendant du marché et n'est protégé par aucun État. Et bien sûr, j'ai quelques exemples sous la main. En 2014, la faillite de la société MTGOX fit s'écrouler la valeur de la monnaie. Bon, mis à part les problèmes de sécurité qui ne sont pas liés à la blockchain mais au portefeuille électronique, encore une fois l'endroit où les bitcoins sont stockés, les politiques de régulation du marché font aussi quelques carnages sur les cours. En effet, si l'État vient mettre son nez dans les transactions, les investisseurs seront fort incommodés puisque l'objectif est qu'il n'y ait pas de contrôle. Par conséquent, elle a perdu 60% de sa valeur en 3 mois dans le début de l'année. C'est vous dire à quel point les cours fluctuent. Mais nous soulevons ici un nouveau problème. L'État n'a pour l'instant aucun contrôle sur cette monnaie. Il est donc impossible de contrôler les capitaux. Ainsi, le Bitcoin pourrait servir, et sert peut-être sans que cela se sache, à financer certains trafics illégaux. Alors, qui a intérêt à l'émergence de ce type de monnaie ? Certains membres de l'hyperclasse mondialisée, que l'on retrouve d'ailleurs à la tête du Bitcoin, certains pays mis au banc de la communauté internationale, ainsi que les diverses mafias et groupes terroristes du monde. Et là on peut se dire, ouah mais c'est fou, le Bitcoin semble reproduire exactement ce à quoi il a essayé d'échapper, cette monnaie qui semblait pourtant égalitaire et sympa. Mais pour comprendre ce qu'il se passe, prenons un peu de hauteur et posons-nous la question qui fâche, qu'est-ce qu'une monnaie ? Est-ce un simple outil nous permettant de faciliter les échanges ? C'est ce que l'on dit généralement pour résumer, et on dit également que cet outil doit être contrôlé, régulé afin qu'il ne puisse pas dériver vers n'importe quoi. Cependant, cette définition n'explique pas grand-chose. D'ailleurs, si elle était valable, on se taperait pas des crises économiques à répétition depuis le néolithique. Alors l'argent, qu'est-ce que c'est ? Au lieu de demander aux experts de BFM, je vous propose d'écouter plutôt ce que nous dit Francis Cousin à son propos. Les gens reproduisent bêtement, quelque part, le servilisme de la domestication marchande en croyant que l'argent, c'est un étalon qui permet de mesurer la valeur des marchandises et qu'ensuite, c'est un moyen d'échange. Non. Ça, c'est deux modalités que toute l'économie politique classique a mis en marche, que même l'économie politique vulgaire a repris, c'est-à-dire que de Smith à Proudhon, en passant par Ricardo, en allant se balader chez Jean-Baptiste Say, jusqu'aux économistes contemporains, tout le monde est dans le credo répétitif du servilisme, la monnaie permet les échanges, la monnaie est un moyen. Non, l'argent est une relation sociale aliénatoire. Contrairement à l'économie politique qui croit que la monnaie et l'argent sont des objets, qui auraient
produit à un moment donné des effets désastreux. Marx montre que l'argent, avant d'être l'équivalent général et avant d'être le moyen d'échange, est cette relation sociale universelle d'aliénation qui marque la dépossession de l'homme par rapport à son produit. Donc, le Bitcoin, en tant que monnaie, ne peut ni être émancipateur, ni égalitaire ou je ne sais quoi, mais est en réalité le produit du système économique. Ce système, il n'est pas en pleine forme comme vous vous en doutez, et pour repousser une crise qui serait dévastatrice, il se dématérialise. C'est pour cela que depuis maintenant une vingtaine d'années, on ne comprend plus rien à l'économie. La dette, la spéculation, les crédits, en veux-tu en voilà, tous ces phénomènes deviennent de plus en plus chimériques, immatériels, et le fait que le Bitcoin apparaisse dans ce contexte-là n'est pas anodin. Ce n'est pas du hasard ou une sorte d'accident de l'histoire. Le Bitcoin est représentatif de cette fuite vers le virtuel, que l'on retrouve d'ailleurs dans nos rapports sociaux. Facebook, sites de rencontres, jeux vidéo, et comme Francis Cousin le dit, la monnaie est avant tout un rapport social. Monnaie virtuelle, rapport virtuel. Si on veut aller encore un peu plus loin, on peut même dire que le Bitcoin est une sorte de synthèse de tout ce qu'il y a de plus spéculatif et instable dans notre société. Et lorsque l'on observe ces fluctuations, on a l'impression d'observer purement et simplement une bulle. Je tiens à préciser que je ne suis pas en train de dire « Ah, le Bitcoin, c'est mal ». J'essaie juste de le recontextualiser dans un système financier qui est en crise, crise dont il est l'un des symboles. Pour conclure, sous couvert d'une sorte d'anarchisme geek et cool, avec quelques images de petits jeunes intelligents qui ont su faire fortune en l'utilisant, l'objectif c'est de nous le vendre comme quelque chose de hors du système, de nouveau et de presque rebelle, le Bitcoin ne représente finalement rien d'autre que la tentative de survie de notre système capitaliste moderne. Voilà camarades, cette vidéo touche à sa fin, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout, et surtout n'oublie pas, fais passer l'info.